Dans son savoir bureaucratique sans limite, le Bureau d'évaluation des menaces galactiques avait créé un système de classification qui aurait fait pleurer de fierté les anciens bibliothécaires de la Terre. Nous avions cartographié chaque planète, chaque espèce et chaque formation rocheuse sensible qui avait un jour éternué sur l'humanité, les avions croisés et leur avions attribué un niveau de menace allant de la mousse ornementale inoffensive à la terreur cosmique qui met fin à la réalité. En supposant que l'on ignore le fait assez évident que le système avait été conçu par un comité mis en œuvre par des bureaucrates et maintenu par des stagiaires, avec un accent mis sur les pauses déjeuner plutôt que sur les incidents intergalactiques, le système fonctionnait admirablement. Néanmoins, le consensus général au sein des organisations galactiques était qu'une catastrophe ne se produirait pas à moins qu'elle ne se soit déjà produite. L'Empire Zapirien était au sommet de la chaîne alimentaire. Ses membres étaient un groupe diversifié de créatures extrêmement dangereuses qui avaient réussi à coexister pacifiquement en ne se battant tout simplement pas. Jusqu'à ce que quelqu'un doive prendre une décision sur quoi que ce soit, leur philosophie de l'anéantissement mutuel assuré leur servait bien de base pour la gouvernance. Au lieu d'utiliser une technologie avancée ou une stratégie astucieuse, les Apériens avaient conquis la majeure partie de la galaxie, connue en poursuivant leurs pratiques de longue date, consistant à être si hostiles et désagréables que leurs adversaires cessaient de se donner la peine de discuter avec eux. Leur capacité à provoquer des conflits pendant les négociations de paix tout en rejetant la faute sur le camp adverse, est devenu célèbre sous le nom de leur noyau diplomatique. Diverses espèces de prédateurs suprêmes rivalisaient en dessous d'eux dans l'ordre cosmique, espérant être nommés les plus susceptibles de vous mordre au visage tout en soumettant des documents. Parmi ceux-ci se trouvaient les héritiers cristallins, qui pouvaient utiliser leurs ongles pour trancher à travers les trous des vaisseaux spatiaux, les mandaris télépathiques qui considéraient l'invasion mentale comme une simple conversation anodine, et les nulliens habitant le vide dont la seule présence suffisait à faire en sorte que les espèces voisines déposent volontairement leur déclaration fiscale en raison de leur utilisation de la terreur existentielle comme arme. Cependant, non seulement cela, mais même quand une espèce particulière dans cette anthologie de cauchemars cosmiques excellait vraiment dans l'art de terrifier les autres créatures au point qu'elles se mouillaient de peur. Les Vorak avaient accompli quelque chose de très étonnant dans le domaine de la politique galactique. Ils avaient obtenu un accord unanime que tous les autres êtres devraient maintenir une distance extrême avec eux. Naturellement, les bureaucrates avaient tenté de catégoriser le niveau de menace des Vorak en utilisant leurs mesures conventionnelles. Tous les champs nécessaires ont été remplis 3 fois. Les origines du problème ont fait l'objet d'une recherche par d'autres études. À un moment donné, quelqu'un avait cliqué sur « Annuler à tout prix », puis sur « Terminer » dans la boîte d'évaluation des menaces. Le document avait été approuvé puis caché dans un classeur qui était considéré comme un danger potentiel en lui-même. Les Vorak n'étaient pas très dangereux à cause de leur taille, bien que avoir une machine à tuer de 3-6 mètres de haut avec des écailles cristallines ne soit pas un inconvénient. Ni leur propension à communiquer par ce qui ressemblait à des plaques tectoniques qui se frottent, ni leurs 6 bras qui pouvaient chacun briser l'armure d'un vaisseau spatial n'étaient les problèmes. Non. Leurs descendants, ou plus précisément leur obsession de protéger ses enfants, étaient le trait le plus terrible des Vorak. Les parents surprotecteurs n'étaient pas nouveaux dans la galaxie. Il y aurait toujours quelques membres de chaque espèce qui iraient jusqu'à des extrémités tragiques pour être un parent hélicoptère. La sécurité des enfants Vorak était si raffinée qu'elle faisait paraître les parents hélicoptères de l'ancienne Terre carrément négligents. Tukihara a été transformée en la nurserie la plus fortement défendue du cosmos par leurs mains. Armée jusqu'aux dents avec une puissance de feu suffisante pour stériliser une petite lune des générateurs de boucliers qui plient la réalité et des stations de défense orbitales. C'était bureaucratique de déclarer la planète comme un refuge de reproduction restreint,
Vous devriez informer vos proches à l'avance et vous devriez parler d'approche à vos propres risques. Peu de xénobiologistes avaient essayé d'étudier l'écologie de Chiara et ceux qui l'avaient fait finissaient souvent comme des statistiques insignifiantes et dispersées dans l'étude de quelqu'un d'autre. Dans un monde où les enfants voraques étaient particulièrement vulnérables, de telles mesures de protection obsessionnelle auraient eu du sens. La réponse est non. Les jeunes voraques appelés étincelles naissaient avec une armure naturelle, des réflexes de combat instinctifs et une propension alarmante à mordre tout ce qui bougeait. Quand il s'agissait de violences créatives, ils étaient aussi impuissants qu'une bande de gloutons sauvages. Essayez de dire ça à un parent de Vorfac cependant. Tout des radiations cosmiques, au rapport de douane mal classé, semblait être une menace pour l'espèce qui avait développé un trouble d'anxiété collective. Ils avaient auparavant fait la guerre à un système solaire adjacent à cause d'un éternuement d'un touriste qui avait été dirigé vers leur royaume. La bataille avait duré 3 jours. Les Vorfac ont montré leur dévouement à la sécurité des enfants en détruisant 2 planètes et en utilisant les débris pour épeler « Éloignez-vous de nos enfants » en lettres visibles depuis la galaxie voisine. En conséquence, le système solaire adjacent a capitulé. Compte tenu de tout cela, il était d'autant plus tragique que le Bureau d'évaluation des menaces galactiques ait récemment rencontré ce que certains appelleraient une erreur de classement, mais que des observateurs plus objectifs qualifieraient d'incompétence criminelle frôlant la mise en danger de l'espèce. Cette période était caractérisée par le genre de confusion bureaucratique qui se produit quand les pauses café sont vénérées et la supervision des stagiaires est considérée comme facultative. Un formulaire avait été accidentellement classé quelque part dans l'énorme système administratif galactique. Quelque chose a mal tourné lors de la mise à jour de la base de données et une mission de recherche qui devait être immédiatement envoyée à l'unité de recyclage la plus proche a été approuvé. Le xénobiologiste Tobias Crenwick, qui a involontairement déclenché des événements interplanétaires, n'avait aucune idée que son voyage de recherche ordinaire allait se transformer en une leçon sur la manière de ne pas mettre en œuvre les protocoles de premier contact. Malgré les coupes budgétaires, l'inefficacité bureaucratique et les catastrophes interdimensionnelles occasionnelles, Tobias incarnait le type de personne que la galaxie produisait en grande quantité, compétent, bien intentionné et doté d'un optimisme joyeux qui pouvait surmonter n'importe quelle tempête. Les espèces qui étaient soit trop ennuyeuses à manger, trop petites pour être remarquées, ou trop inoffensives pour s'en soucier, étaient le centre de ces 15 années de recherche sur les animaux non menaçants sur plusieurs planètes reculées. Il passait ses journées à écrire des articles que personne dans la galaxie ne lirait jamais, à observer de petits animaux flous faire de petites choses, de créatures floues. Et ce que la communauté académique appelait gentiment l'analyse bénigne des écosystèmes était sa spécialité. Il était capable de se fournir en café et en équipement de recherche grâce au travail honnête mais peu remarquable qu'il accomplissait. Elle était passée par les voies normales, l'affectation de Kiterara étant enfouie dans une pile de paperasse qui avait été transmise entre les départements comme un cadeau d'anniversaire indésirable. Les paramètres de la mission étaient agréablement simples. Recueillir des informations sur la faune environnante en accordant une attention particulière aux animaux qui ne nuiraient pas au commerce galactique ou aux efforts de colonisation. Il aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas dès qu'il a vu que Kitara était désignée comme une cible de recherche de faible priorité. Le traitement accéléré de son autorisation de voyage aurait dû être sa deuxième bonne nouvelle. Au lieu des 6 mois habituels pour l'approbation bureaucratique, sa demande d'équipement a été acceptée, il aurait donc dû s'enfuir à toutes jambes. Au lieu de cela, Tobias avait poursuivi sa planification systématique habituelle en supposant que la machine administrative connaissait simplement l'un de ses rares moments de compétence.
Il avait parcouru la littérature sur Kiara, qui contenait 3 paragraphes de faits astronomiques nébuleux et un commentaire sur les structures cristallines intrigantes de la planète. Il avait emporté son assortiment habituel d'outils et d'équipements, une maison de fortune, quelques équipements scientifiques simples, suffisamment de nourriture pour 1 mois, et une bibliothèque de romans pour s'occuper les soirs quand c'était calme. Son manque de volonté d'entraînement au combat et d'équipement de défense était sa plus grande erreur. La faune locale n'est pas agressive selon le briefing de la mission, donc les mesures biologiques régulières devraient suffire à gérer toutes les interactions. Malheureusement, le briefing a omis le fait que l'espèce dominante de la planète considérait les procédures biologiques conventionnelles comme une déclaration de guerre. Avec la dextérité d'un cirque itinérant, le vaisseau de Tobias, le CSS Wandering Scholar, sortit de l'hyperespace à la périphérie du système Kiara. Le vaisseau spatial avait été transformé en plateforme de recherche, initialement destinée à des missions d'observation à long terme dans des secteurs vides, où un champignon spatial, particulièrement hostile, représentait la plus grande menace. Le réseau de défense orbitale encerclait Kiara comme un sapin de Noël excessivement paranoïaque et a rapidement repéré l'arrivée du vaisseau. Dans le cas où le visiteur se révélerait hostile, les systèmes automatisés ont commencé à évaluer les menaces, à comparer les signatures des vaisseaux à une base de données d'espèces hostiles reconnues et à se préparer à différents types de destruction créative. Pendant quelques minutes d'angoisse, le destin de Tobias et de son vaisseau fut en suspens, tandis que les ordinateurs tentaient de déterminer si le savant errant du CSS représentait un danger pour la précieuse cargaison d'enfants voraques de la planète. Les systèmes de défense sont finalement arrivés à une conclusion qui, si elle n'était pas si horriblement incorrecte, aurait été drôle après ce qui semblait être l'équivalent galactique de la vérification des antécédents la plus exhaustive jamais réalisée. Il était sûr de ne pas tenir compte du vaisseau entrant, car son équipage était une espèce considérée comme des sujets de recherche inoffensifs. D'un point de vue technique, la catégorisation était correcte. Les humains étaient utilisés comme sujets de recherche, et ils étaient généralement considérés comme inoffensifs. Les méthodes d'évaluation des menaces des Voraques manquaient d'un cadre pour évaluer des êtres dont le principal danger résidait dans leur incapacité totale à percevoir quand ils étaient en danger de mort, et les Voraques n'avaient jamais affronté une espèce tout à fait comme les humains auparavant. Les mécanismes automatisés conçus pour gérer les voyages scientifiques réguliers ont accordé à Tobias l'autorisation d'atterrir. Selon les cartes de navigation, les coordonnées données le conduisaient à une zone d'atterrissage sûre qui n'allait probablement pas exploser dès qu'il la toucherait. Les cartes omettaient le fait que la zone d'atterrissage se trouvait à environ 15 km/km de Nexus Prime, la principale ville Vorak et centre de civilisation de la planète. Imaginez cela en termes humains. Vous installez un camp de recherche sur la propriété de quelqu'un et vous agissez ensuite comme si vous étiez surpris qu'il le remarque. Une vallée étincelante, illuminée par les jumeaux de Kiara, était le lieu d'atterrissage pour le savant itinérant du CSS. Avec des circonstances atmosphériques qui faisaient briller tout d'une splendeur surnaturelle et des formes fluides qui semblaient être de la musique figée, le paysage était incontestablement époustouflant. En supposant que l'on puisse faire abstraction du subtil bourdonnement qui indiquait la présence d'un armement défensif suffisant pour détruire un petit continent, c'était le genre d'endroit qui figurerait sans aucun doute en bonne place dans les brochures touristiques. Avec le genre de zèle qui ne peut être généré qu'après 15 ans de recherche sur des espèces insignifiantes mais fascinantes, Tobias sortit de son vaisseau. Avec une précision telle qu'elle faisait remettre en question leur choix de carrière aux autres universitaires, il installa méticuleusement sa maison portable, déploya son équipement scientifique et commença à cataloguer l'écosystème local. Selon toutes les mesures, son expérience d'étude était exactement ce que les paramètres de la mission avaient promis, calme et fructueuse. C'était incroyable de voir l'écosystème local en action.
Les structures cristallines étaient complètement nouvelles pour lui, et les petits animaux qu'il voyait semblaient profiter pleinement de la vie, ce qu'il prenait comme un signe d'une écologie juste. Des dispositifs de surveillance capables de suivre une mouche des fruits depuis l'espace surveillaient chaque mouvement de Tobias à son insu. Quelques heures après son atterrissage, il était devenu le centre d'une vive controverse parmi des êtres qui considéraient la paranoïa comme un trait de survie essentiel, et son entrée avait déclenché des alarmes à travers Nexus Prime. Une procédure bien établie dictait la réaction habituelle des Vorak face à des visiteurs inattendus: détruire d'abord, poser des questions ensuite, idéalement sur une autre planète. Cette stratégie avait fonctionné pour eux pendant des millénaires, mais elle les avait également aidés à se forger la réputation d'êtres dont toute personne rationnelle ferait bien de s'éloigner. Les règles, cependant, étaient à l'origine destinées à faire face à des dangers plus conventionnels, tels que les éclaireurs militaires, les rivaux territoriaux ou les espèces essayant d'établir des sites de reproduction qui concurrenceraient ceux existants. Personne n'avait anticipé un xénobiologiste solitaire qui passerait ses journées à collecter des échantillons de plantes et à photographier des formations rocheuses intrigantes en utilisant ces installations. Une circonstance est survenue qui a mis à l'épreuve les connaissances du commandant Zixtol sur tous les cadres stratégiques qu'il avait jamais étudiés. Zixtol était connu comme le protecteur suprême de Nexus Prime et la vigile perpétuelle. Le mot de son existence était chuchoté parmi ceux qui étaient assez courageux pour l'exprimer. Il semblait que l'envahisseur faisait de la reconnaissance, mais ces techniques ne ressemblaient à rien de ce qu'ils avaient vu dans leur base de données de danger. Le Vorak savait par expérience amère que la frontière entre l'étude scientifique et le renseignement militaire était souvent plus floue que la plupart des espèces ne voulaient l'admettre, même lorsque l'équipement humain était manifestement d'origine scientifique. Il pourrait utiliser une technologie furtive très sophistiquée, ou il pourrait intentionnellement éviter le conflit en n'utilisant aucun équipement de défense. Ce qui était encore plus préoccupant, c'était la façon dont la personne agissait. Lorsqu'il rencontrait un prédateur concurrent potentiel, la réaction habituelle était soit de montrer sa dominance en étant physiquement dominant, soit de fuir à une distance sûre et d'appeler à l'aide. Les deux choses semblaient se produire chez la personne. Au lieu de cela, il enregistrait méticuleusement la flore et la faune environnantes, ce qui aurait pu être dû à un manque de conscience situationnelle ou à l'invincibilité d'une espèce sans peur. Le Conseil de défense de Nexus Prime a été convoqué à une réunion d'urgence par le commandant Zixtol, une assemblée de cerveaux militaires qui depuis plus de 3000 ans protégeaient leurs perles des dangers extérieurs. Les officiers rassemblés incarnaient le summum de l'acuité militaire Vorak. Des extraterrestres dont les plans stratégiques ont évité d'innombrables catastrophes en supposant simplement le pire. Observer le débat qui a suivi si quelqu'un avait réussi à le supporter aurait été une expérience fascinante. Le génie de l'ingénierie de Vorak était pleinement exposé dans la salle du conseil. Encadré par des systèmes défensifs capables de résister à une petite armée, la roche vivante était sculptée en un amphithéâtre cristallin. C'était dommage que l'acoustique soit si bonne car les discussions militaires des Vorak incluaient souvent ce que d'autres races appelleraient de la géologie agressive. L'officier de renseignement Ketar, au milieu, remarqua que le vaisseau spatial de l'intrus ne présentait aucun signe évident d'armement. À 3 systèmes solaires de distance, ces systèmes de surveillance étaient capables de détecter une pensée hostile. Le vaisseau pourrait cependant dissimuler de formidables capacités offensives selon sa conception. Le choix du lieu d'atterrissage semble délibéré selon Morak, notre analyste tactique. D'ici, nous pouvons surveiller notre colonie principale tout en gardant de nombreuses voies de fuite ouvertes. Schéma traditionnel de reconnaissance.
Les capacités d'analyse chimique inhabituelles qui ont été présentées au chef de la sécurité Villinaro par cet individu pourraient évaluer nos systèmes de défense. Son équipement comprend des appareils d'échantillonnage qui pourraient collecter des renseignements sur nos défenses atmosphériques. Au cours de plusieurs heures, la conversation est passée de la mission d'étude non violente de Tobias à une opération militaire complexe selon les points de vue offerts par chaque officier. À la fin de leur enquête, l'inabiologiste inoffensif avait été promu au rang de scout avancé pour une force d'invasion dont les pouvoirs dépassaient la logique. L'urgence de la situation nécessitait une action rapide, ce qui était le seul consensus parmi les membres du Conseil. Quelles que soient leurs intentions apparentes, il était inacceptable d'avoir une espèce de prédateur inconnu si près de leurs jeunes. Tout le reste, y compris les politesses diplomatiques et la possibilité qu'ils réagissent de manière excessive, passait au second plan par rapport à la sécurité des étincelants. Selon les normes Vorak, la réponse militaire du commandant Zixtoul était plutôt modérée. Au lieu de leur procédure standard consistant d'abord à bombarder l'envahisseur depuis l'orbite, puis à détruire sa planète, ils enverraient des troupes au sol pour l'encercler et l'observer de près afin d'évaluer ses capacités. Ils utiliseraient la force nécessaire pour le détruire s'il montrait des signes d'hostilité. Ils prévoyaient de le tuer avec une force adéquate une fois qu'il montrerait des signes de tranquillité, puis ils rempliraient les documents nécessaires. À tout point de vue, le groupe qui s'est uni pour affronter le biologiste intérieur de chaque être humain était remarquable. Selon les normes de la majorité, il était complètement fou. Une douzaine des combattants les plus élitistes de Vorak armés jusqu'aux dents, avec suffisamment de munitions pour détruire un pâté de maison entier, glissaient à travers les vallées de cristal avec une coordination parfaite qui ne peut venir que de plusieurs années de perfectionnement de l'art de faire disparaître les problèmes à jamais. Tobias, cependant, persistait dans ses études avec une concentration laser qui l'avait propulsé à la position de principale autorité sur la faune terne de la galaxie. Selon ses recherches initiales, l'écologie était bien plus complexe que ce qui était mentionné dans les documents d'information. Il avait également trouvé de nombreuses sortes d'insectes cristallins qui semblaient être en symbiose avec la flore indigène. En détectant un mouvement dans les collines voisines, ces détecteurs de mouvement lui ont envoyé un signal que sa journée allait prendre une tournure dramatique. Alors que Tobias levait les yeux de sa collection d'échantillons, il aperçut ce qui semblait être une petite armée d'entités cristallines de 12 pieds de haut, encerclant son camp avec un niveau de compétence stratégique qui laissait entrevoir une histoire de telle menace pour la survie humaine. Tentant de comprendre la disparité entre la faune locale non agressive décrite dans ses briefings de mission et la réalité d'être entouré par des êtres qui ressemblaient à des créatures créées par un comité de spécialistes des cauchemars avec des diplômes avancés en intimidation créative, Tobias fixa les guerriers assemblés pendant un moment. Tobias sourit alors et salua ses invités inattendus avec le même optimisme enjoué qu'il avait porté à travers 15 années de recherche sur des animaux que la personne moyenne n'aurait pas remarqué même s'ils étaient en feu. « Bonjour à tous !» salua-t-il apparemment inconscient du fait que ces mots étaient approximativement imités par ceux qui travaillaient dans la communication mondiale. « C'est une belle journée, n'est-ce pas? Je ne pense pas que l'un d'entre vous connaisse les plantes locales. J'ai des problèmes pour identifier certaines formations cristallines. » La réaction des guerriers Vorak fut rapide et claire. Peu importait ce qu'il disait, 12 fusils étaient pointés sur lui avec une précision coordonnée qui indiquait soit un haut niveau d'entraînement militaire, soit un instructeur de drill exceptionnellement bon. Le message était si clair que même un biologiste pouvait le déchiffrer. Pendant que les traducteurs universels aplanissaient les difficultés de communication, Tobias minimisait la démonstration de force écrasante comme un simple cas de mauvaise traduction. « Oh, je vois qu'il y a eu une sorte de malentendu », dit-il en fouillant lentement dans son sac d'équipement.
D'après son expérience, la plupart des premières rencontres impliquaient un certain degré de confusion linguistique. La meilleure approche était généralement de rester calme, amical et patient. Soudain, toutes les armes à proximité convergèrent sur lui, leur attention généralement dirigée vers les missiles approchants. « Laissez-moi récupérer mon dispositif de calibration linguistique et nous pourrons résoudre cela », dit Tobias en sortant un outil apparemment inoffensif qui aiderait les traducteurs universels à s'adapter à des schémas linguistiques et des dialectes inconnus. Les guerriers Vorak contemplaient une entité dont ils essayaient encore de déterminer le niveau de danger maniant une arme inconnue. La confrontation qui s'ensuivit fut si intense qu'elle aurait pu ébranler une petite ville. 12 des assassins les plus mortels de la galaxie se tenaient en formation parfaite, leurs armes pointées sur un seul humain qui semblait totalement inconscient qu'il était sur le point d'être réduit en atomes. À une distance de sécurité, le commandant Zixtol ne pouvait entendre que le faible bourdonnement des formations cristallines et les recalculs frénétiques toujours plus nombreux des algorithmes d'évaluation des menaces. Les actions de l'humain indiquaient soit une confiance excessive en ses capacités défensives, soit une ignorance totale de la gravité de la situation, ce qui était très préoccupant dans les deux cas. Il semble que Tobias ait finalement décidé que la longue période de silence suffisait. Alors il a suggéré de commencer par quelque chose de simple. Quelqu'un serait-il intéressé par un café? J'ai un système de brassage portable qui produit un excellent expresso. L'offre a été fidèlement traduite par les communicateurs universels, ce qui a conduit à ce qui était probablement le premier cas dans l'histoire galactique d'une ouverture de paix faite par le biais de boissons caféinées. Les combattants Vorak se lancèrent des regards qui en disaient long sur leur confusion tactique. Le café était quelque chose que les Vorak connaissaient, mais leur conception de la boisson était très différente de ce que les humains reconnaîtraient. La perspective d'un combattant ennemi, offrant de partager des boissons en pleine bataille, leur était tellement étrangère que leur système d'évaluation des menaces ont simplement abandonné et affiché des messages d'erreur. À ce moment critique où le destin des relations entre les humains et les Vorak était suspendu de manière précaire comme une équation déséquilibrée, la situation a été brusquement modifiée par l'entrée de la force la plus terrifiante du cosmos connu. Les Vorak avaient été entraînés pour la bataille, la négociation territoriale et les démonstrations ritualisées de dominance, mais ils n'avaient pas anticipé qu'on leur servirait des boissons. Les étincelants étant des jeunes sans surveillance, étaient logés dans le complexe de crèche le plus lourdement fortifié, jamais construit dans l'histoire de la galaxie. L'installation développée par les meilleurs ingénieurs militaires était entourée de champs de force et de gardiens automatisés, et elle disposait de suffisamment de systèmes de protection pour sécuriser une petite planète. Les Vorak avaient maîtrisé l'art de la défense des enfants contre un cosmos impitoyable pendant des millénaires, mais ce que les concepteurs n'avaient pas pris en compte, c'était la loi universelle qui avait déconcerté les parents à travers la galaxie depuis le début des temps que tous les enfants, quelle que soit leur espèce, ont une capacité inhérente à se libérer de toute forme de système de confinement jamais créé. Il semblait que l'univers avait conspiré pour mettre le jeune Tobias sur la voie du succès, lorsqu'il rencontra ce qui semblait être 3 spécimens juvéniles de l'espèce dominante de la région. Sans réfléchir, sa formation en xénobiologie entra en jeu, et il étudia ces créatures avec le même zèle professionnel qui avait fait de lui une autorité sur des choses que d'autres scientifiques avaient rejetées. « Eh bien, bonjour à vous », murmura-t-il, se baissant pour se rapprocher de leur niveau des yeux. Les adultes dans la zone étaient tous sur les nerfs à cause du mouvement, mais les étincelants semblaient apprécier les projecteurs. « N'êtes-vous pas 3 magnifiques? Je parie que vous devriez être quelque part en sécurité en ce moment, n'est-ce pas? »
Les étincelants se regardèrent d'une manière que chaque enfant connaît. Quelqu'un sait que nous ne devrions pas être ici, mais il semble gentil. Alors peut-être que c'est bon. Au milieu de l'attitude combative des adultes, le premier étincelant tendit une petite main griffue pour toucher le paquet d'équipements de Tobias, un geste qui trahissait leur curiosité innée et ignorait les avertissements parentaux concernant les êtres étranges. Avec le genre de ton calme et autoritaire que les parents à travers la galaxie auraient reconnu, Tobias resta immobile pendant que le jeune Vorak examinait attentivement son équipement comme s'il avait beaucoup d'expérience avec les enfants curieux. « C'est mon conteneur d'échantillons », expliqua-t-il doucement. « Seriez-vous intéressé à voir comment ça fonctionne ?» La question a été traduite avec précision, et les étincelants ont donné une réponse affirmative enthousiaste, leurs écailles cristallines, brillant d'excitation, créant des motifs de lumière, visibles même en plein jour. Tobias fouilla prudemment dans son sac, en veillant à ne pas effrayer les adultes qui observaient. Il sortit une petite fiole de collecte qui était vide et inoffensive, et montra comment elle fonctionnait avec une explication calme qui indiquait qu'il avait déjà fait cela auparavant. Alors qu'il ouvrait et fermait la fiole pour démontrer le mécanisme, il a expliqué que le récipient possède un seau spécial qui maintient les spécimens frais pendant le transport. Les marques sur le flacon indiquent le volume et l'état de conservation, ce qui est bénéfique pour cataloguer différents types de matériaux. Les étincelants observaient attentivement, clairement captivés par cette démonstration de technologie inconnue. Tobias a invité à inspecter le conteneur de plus près, et ils l'ont fait avec le genre de révérence habituellement réservé aux artefacts inestimables. Le Vorak adulte observait cet échange avec une perplexité croissante, car leur protocole d'évaluation des menaces ne fournissait aucune base pour évaluer un adversaire potentiel qui semblait organiser une session éducative improvisée pour leurs enfants. Depuis son poste de commandement, le commandant Zixel contemplait une crise diplomatique qui allait à l'encontre de tous les principes de stratégie qu'il avait jamais appris. L'humain en question semblait s'engager dans des interactions pacifiques avec Vorak Young, ce qui ne pouvait être décrit que comme un acte de bravoure extraordinaire ou de stupidité stupéfiante. Leurs ordinateurs tactiques affichèrent désormais des messages d'erreur dans 17 langues différentes. Il ordonna aux étincelants d'être immédiatement sécurisés par le biais de son système de communication. Il leur a également ordonné de rester confinés sur l'humain et d'éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire aux jeunes. Quoi qu'il en soit, la situation devait être résolue rapidement avant que les étincelants ne décident d'explorer leur nouvel ami plus en profondeur. Dans une démonstration qui aurait été touchante si elle n'avait pas été tactiquement désastreuse, les jeunes Vorak se sont positionnés de manière protectrice autour de Tobias, alors que les guerriers approchaient. Les étincelants avaient décidé que leur nouvelle connaissance était bien plus intéressante que tout ce qu'ils avaient rencontré dans leur environnement protégé, et ils ne montraient aucun signe de vouloir retourner sous la supervision des adultes. Il semble que les étincelants aient pris l'humain pour une figure de gardien temporaire selon l'officier de renseignement Ket V aux nombreux yeux. Toute tentative de les séparer pourrait causer de la détresse selon des renseignements exacts mais inutiles. Quand les enfants Vorak étaient en détresse, ils agissaient de manière que leurs parents avaient travaillé si dur à empêcher. Une crise de colère d'un jeune Vorak pouvait raser des bâtiments et remodeler la géographie locale de manière à la fois spectaculaire et coûteuse. Pendant ce temps, Tobias avait sorti de son sac d'équipement ce qui ressemblait à un petit objet coloré. L'objet était manifestement fabriqué par l'homme, mais le Vorak ne pouvait pas dire à quoi il servait. Avec un flair théâtral qui trahissait son expérience avec les jeunes publics, il le tenait en l'air pour que les étincelants puissent le voir, et leurs écailles cristallines brillaient d'anticipation. « C'est un appareil très spécial », annonça-t-il. « Regardez attentivement. » Ce qui suivit fut une démonstration de ce que les humains appellent «
tour de passe-passe, une forme d'art qui utilise la manipulation d'objets et des tours de l'œil pour créer l'illusion de miracle. Il y eut une réaction immédiate et écrasante lorsque Tobias produisit le petit objet derrière l'une des formations cristallines étincelantes, le fit apparaître et disparaître, le transféra entre ses mains de manière à défier les lois de la physique, puis le fit sortir derrière une autre. Les trois jeunes Voraques commencèrent à émettre des sons qui ne pouvaient être décrits que comme des rires joyeux, et leurs écailles changeaient de motifs de couleur qui indiquaient un plaisir extrême. Ils se sont rassemblés autour de Tobias, voulant manifestement plus de ce nouveau genre de divertissement extraordinaire, tandis que les Voraques adultes regardaient en silence stupéfiés leurs enfants soigneusement protégés, montrer plus d'excitation et de joie qu'ils n'en avaient jamais montré de toute leur vie protégée. Les voilà en train d'interagir avec une espèce extraterrestre qui pourrait être dangereuse, et il semble qu'ils s'amusent comme des fous. Pour des êtres dont toute l'existence était consacrée à protéger leurs enfants de tout danger, le site était profondément troublant. Pour des êtres dont l'existence entière était consacrée à s'assurer que leurs enfants soient heureux, le site était encore plus troublant. Alors qu'il poursuivait son spectacle de magie improvisée, Tobias continuait à faire apparaître de minuscules objets venus d'un autre monde et à les transformer de manière à ravir son jeune public. Ses mouvements étaient délicats et non menaçants, sa voix était douce et encourageante, et il appréciait clairement les réactions pétillantes. « Est-ce que je vous demande d'essayer ? Ce n'est pas vraiment de la magie, c'est juste une question de pratique et de timing, a-t-il dit en présentant l'un des tours simples à la personne la plus proche. Permettez-moi de vous le démontrer. Une observation attentive, comme il est caractéristique des éducateurs chevronnés à travers la galaxie, a guidé l'instruction subséquente. Les jeunes Voraques étaient guidés par Tobias à travers les fondamentaux qui applaudissaient avec enthousiasme leurs efforts et se réjouissaient de leur triomphe. Les étincelants ont rapidement appris à effectuer des manipulations de base par eux-mêmes. Utilisant leurs griffes cristallines, ils démontrent un niveau impressionnant de contrôle moteur habile. Quelque chose de jamais vu dans l'histoire de leur espèce était ce que les Voraques adultes se trouvaient à vivre. Ils savouraient l'instant présent alors que leurs enfants apprenaient d'une personne extraterrestre. Sous la tutelle d'une créature qu'ils étaient sur le point de tuer il y a quelques instants, les étincelles apprenaient clairement de nouvelles compétences intéressées et stimulées. Des implications stupéfiantes s'ensuivirent. Les Voraques avaient fondé toute leur culture sur l'idée de protéger leurs enfants du danger. Ils avaient mis leurs enfants en quarantaine, strictement réglementé leur environnement et éliminé toute menace ou infection potentielle. À cause de cela, une nouvelle génération de scintillants est née dans un monde où ils se sentaient parfaitement à l'aise et non préparés à affronter quoi que ce soit de nouveau. Ils étaient maintenant témoins des progrès extraordinaires que leurs enfants faisaient sous la direction d'un être extraterrestre dont la perspective sur le développement de l'enfant était complètement en désaccord avec la leur. Au lieu de considérer les étincelants comme des reliques précieuses, les humains les considéraient comme des personnes compétentes. Au lieu d'insister sur la conformité, ils stimulaient l'investigation. Au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait arriver à cause de leur curiosité, ils l'embrassaient. La scène fut accueillie avec la même précision militaire par la mère couvée Kolnara, des 7 boucliers gardiennes suprêmes, du complexe de la nurserie de Nexus Prime, qui avait protégé la progéniture de Vortak pendant plus de 2 millénaires.